semaine, on se demande si on peut vraiment décoloniser les musées. On a envie d'expliquer à Katy Perry c'est quoi le femwashing. Et on invite Alexia Renard, doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et essayiste pour parler de militantisme vegan. On vit nos clichés woke. Yes, un sujet choisi par Gab. Bienvenue au Balado Urbania où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab et je viens d'une longue lignée de bourgeois intellectuels qui adorent réfléchir à la question muséale autour d'un plat d'escargot. Moi, mon rêve, c'est de rencontrer tes parents. Pour vrai? Oui. Ah, J'aimerais qu'on les invite au balado un jour. Et tabarouette. Je Ils sont comprendrais séparés, beaucoup de hein. Je sais pas, ça serait peut-être un reunion. J'aimerais ça. Ouais, okay. Moi, c'est flou, puis j'ai regardé trop de vidéos de Katy Perry cette semaine qui tient une fleur en apesanteur. Sérieux, c'est tellement absurde, toutes ces vidéos-là qui ont circulé. C'est incroyable. Pour vrai, on dirait qu'on aurait voulu inventer ce mime qu'on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Dans son petit outfit bleu. Juste avant de commencer, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu des commentaires de nos haters. C'est vrai. Alors, on a double Big Mac sur TikTok qui dit « Les filles, vous donnez la même vibe que les deux filles parlant de boire de l'eau froide ou glacée. » If you know, you know. C'est un honneur. Oui, c'est ça. Il y a aussi Euro6820 sur YouTube qui nous a dit... Ah, j'ai vraiment aimé ce commentaire-là. Merci de nous lire vos notes de Cégep 1 à chaque semaine. On est presque sur le bord de peut-être apprendre une mini-affaire une fois sur 10. Ça fait plaisir. Les chroniques de 2 minutes, c'est vrai que des fois, on condense beaucoup d'informations. C'est trop aimable. J'ai trouvé ça très drôle. Puis, cette semaine, on voulait aussi clarifier une affaire. Vous avez peut-être remarqué que notre collègue et rédacteur en chef, Hugo Meunier, s'est un petit peu immiscé dans le feed du balado. Oui, puis comme moi, vous avez sûrement trouvé ça un peu mélangeant. Donc, on va mettre tout ça au clair le lundi. C'est nos épisodes habituels qui présentent nos chroniques respectives et une courte entrevue. Oui. Et le jeudi, au Pella, et c'est les grandes entrevues d'Hugo Meunier qui viennent d'arriver bruyamment dans notre podcast en arrière. Bienvenue, Hugo. On ne dira pas trop fort parce qu'il nous gossera avec ça sûrement pendant des semaines, mais pour vrai, c'est bon, ces grandes entrevues. On vous encourage vraiment à les écouter, liker, partager, tout le kit. Mais entre vous et nous, le gros du fun se passe ici. Et pas avec l'honorable Mélanie Joly, aussi intéressante soit-elle. Je commence, hein? Oui, vas-y. Cette semaine, c'est à mon tour d'être... Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Cancel. Tu es cancel cette semaine? Bien, parce que j'aborde un sujet beaucoup trop complexe pour que je réussisse à le traiter comme du monde en 2 minutes. La décolonisation des musées occidentaux. Oui, mon genre. Quand on visite un grand musée occidental, genre le Louvre, on a accès aux plus belles œuvres d'art du monde et à une horde de touristes qui essaient de prendre en photo la Joconde. Mais, sans le savoir, on a aussi la chance de plonger dans une belle ride de montagnes russes colonialistes. Ah oui, excite le fun. Même votre visite au musée est maintenant problématique. Pourquoi? Parce que les œuvres que vous allez voir ont été en partie volées à des pays sans leur consentement à grands coups de pillage, d'esclavagisme et de violence. Ça fait longtemps qu'on en parle quand même, mais plusieurs des œuvres qui se retrouvent dans les musées occidentaux sont des genres de petits trophées de chasse malaisants récoltés par nos glorieux ancêtres, les hommes blancs qui trouvaient que c'était une bonne idée de débarquer quelque part et de prendre des affaires qu'ils trouvaient belles ou spéciales pour les ramener à leurs amis. Avec le temps, ces œuvres-là sont devenues une partie intégrante des collections de plusieurs musées, dont certains sont même spécialisés en art africain, moyen-oriental ou asiatique. Ouais, j'ai comme un masque africain en tête là, quand tu dis ça. Ah oui, un pagne. Oui. Oui. Des équipes entières travaillent à préserver et faire connaître ces œuvres-là, mais ça reste qu'au Pilay, les pays d'origine ont commencé à demander qu'on leur redonne leurs affaires. S'il vous plaît. Oui. En ce moment, on assiste à une vague de restitution d'objets pillés vers leur pays d'origine. Les Pays-Bas ont accepté en février dernier de restituer au Nigeria une collection de 119 objets. C'est beaucoup. En 2021, 26 trésors royaux qui étaient au musée du Quai Branly à Paris ont été renvoyés au Bénin. Là, on parle de l'Europe ici, mais rassure-toi, on est tout aussi problématique au Canada. Yes, sir. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on possède 5 bronzes du Bénin qui ont été réclamés par leur pays d'origine. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut faire une demande officielle pour prouver que ça vient du pays pour le renvoyer. Okay. J'espère que c'est pas le pays d'origine qui paye genre le transport. Je ne connais pas cette logistique, mais... Most likely. Ouais. À l'heure actuelle, on constate vraiment une volonté de décolonisation dans plusieurs musées qui posent des gestes comme de monter des expos qui mettent en valeur et surtout en contexte des objets des communautés autochtones ou qui engagent des conservateuristes de collections issues des communautés, et c'est encourageant. Mais je me demande si c'est suffisant. En fait, je pense qu'on sait collectivement là, que ces gestes de réparation-là ne vont pas effacer magiquement 150 ans de colonialisme and counting. Mais ma question aujourd'hui, c'est ça. Malgré tous les beaux gestes de réparation qui sont posés par les institutions, est-ce qu'on peut réellement décoloniser un musée? Oui. C'est plus des gestes symboliques que des gestes qui réparent ou restituent quoi que ce soit, j'ai l'impression, là. Bien, comme dans tout geste de décolonisation, je pense qu'on est vraiment dans le symbolisme et le tendre la main vers l'autre communauté plus que le ça se répare baguette magique. Désolé. Ben non, c'est ça. Ouais. Puis
c'est l'essai Programme de désordre absolu de l'autrice féministe Françoise Vergès qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a parti dans cette belle réflexion-là. Puis sa grande thèse, en fait, qui m'intéresse grandement, est l'idée que le musée n'est pas objectif comme le journalisme. Elle fait comme un parallèle entre les deux. Je me suis dit que ça te parlerait un petit peu. C'est vraiment intéressant. Puis que c'est quelque chose qui a réussi à se construire socialement comme neutre. Donc, collectivement, on pense que c'est très neutre. Un musée, c'est un espace neutre. Le journalisme, c'est un territoire neutre, pas le nôtre, mettons, mais à Radio-Canada, par exemple, que tous les journalistes de Radio-Canada sont 100% neutres. Mais c'est plus une institution qui a une posture dont l'héritage colonial dépasse un petit peu trop à son goût, là, mais c'est une militante féministe décoloniale. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as toujours considéré le musée comme un espace neutre? Ben oui, je me suis jamais posé cette question-là, vois-tu. Au même titre que quand j'étais pas dans le milieu du journalisme, je me posais pas la question à savoir si l'opinion des journalistes teintait les contenus qu'ils publiaient. Puis je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance de comment ça se passe dans le milieu des musées, comment les collections sont construites. Genre, on dirait que, là, on fait le parallèle avec le journalisme, je trouve qu'il est vraiment bon. Genre, on s'est comme intéressé... Le titre de journaliste est devenu un peu cool, j'ai l'impression, dans les dernières années. Fait qu'on s'est intéressé beaucoup aux coulisses du journalisme. Ouais. Je sais pas si un jour, on va s'intéresser aux coulisses des musées, si les musées vont devenir assez cool pour ça, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a fini par émettre ce constat-là dans le milieu des médias. Mais je pense qu'on connaît pas les coulisses des musées. Ben non, on ne sait pas trop, mais encore une fois, moi, c'est tellement quelque chose qui me fascine, là. L'idée qu'il y a des gens qui prennent des décisions, mais qu'on oublie que ces gens-là ont des opinions et que leurs opinions teintent leurs décisions. Mais tu sais, quand j'ai parlé du déneigement sexiste, puis ça a fait tout un tollé, là, c'est parce que c'était juste ça que je voulais ramener de l'avant, c'est l'idée que les gens qui gèrent les musées, les collections des musées, choisissent quels éléments sont mis de l'avant et pourquoi, comment on présente les objets. Tu sais, tu parlais de masque africain tantôt, là. Parfois, tu sais, ce qui a été beaucoup reproché, mettons, ce que l'autrice ou des militantes comme elle vont reprocher, c'est l'idée qu'il manque des fois de mise en contexte pour ces objets-là. C'est juste comme masque africain, 1822. Puis là, tu te dis, mais ça, dans certaines communautés, il y avait un rôle pour ce masque-là. Il y avait un... des fois, c'est des objets sacrés. Des fois, c'est des objets usuels qu'on monte en espèce d'objets sacrés dans le musée, là, avec l'espèce de lumière d'un musée, dans sa petite boîte en vitre. Alors que pour eux, c'est comme un bol, tu sais. Puis pourquoi c'est dans le musée? Ça fait un peu... Pourquoi est-ce qu'on mettrait un bol européen dans un musée? Peut-être oui, des fois, mais en tout cas, il y a que toutes ces questions-là qui sont vraiment intéressantes, là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pense que les musées, mettons, à Montréal, devraient s'intéresser à l'histoire puis l'art québécois-canadien? C'est-tu ça, mettons, qu'on voudrait, idéalement? Je pense pas que c'est ça qu'on veut. Je pense que on peut pas changer non plus la manière dont fonctionnent les musées puis certains objets dans ces collections-là. Je pense que l'idée... Puis c'est quand même des démarches qui sont déjà en place, là. Comme je disais, dans les musées, c'est de mieux présenter ces objets-là, de mieux les mettre en contexte. Aussi, un problème qu'on a au Canada spécifiquement, si j'ai bien compris, c'est que beaucoup d'objets autochtones, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, à quelle communauté, de quelle communauté elles viennent, puis dans quel contexte ils ont été ramenés dans les musées. On pense zéro à ça. Il y a beaucoup de pillage là, qui a été fait. On oublie complètement. Moi, je me demande jamais où est-ce qu'ils l'ont trouvé, genre. Non, mais c'est ça. Mais là, tu te dis, à un moment donné, c'est vrai, ces gens-là, ils ont pris quelque part. Puis je pense pas que ça a toujours été un don. Genre, voici ce très beau bol, vous pouvez l'amener chez vous, le mettre dans un musée. Mais juste la question du musée, Françoise Vergès, elle en parle dans son essai, là, mais les musées, c'est comme quelque chose qui a été inventé aussi, qu'on prend pour acquis, comme ça a été inventé environ au siècle des Lumières. Puis c'était tout dans cette idée-là de démocratiser la science, d'amener les connaissances vers les gens, que les gens puissent avoir accès à une connaissance. Mais ça reste que la plupart des ce qu'on considère comme des grands musées sont en Europe, en Occident, et donc sont un concept occidental. Genre, cette idée-là de comme montrer des objets, surtout des musées là, qui sont peut-être moins des musées d'art, là, mais aussi des musées de, mettons, art africain, ou genre, il y en a beaucoup en Europe là, de ça. Toute cette idée-là est aussi très occidentale, donc il faut aussi se rappeler que ça, c'est aussi une posture qu'on a comme en tant que personne occidentale, que le musée est important, le musée doit fonctionner d'une telle manière, doit présenter les objets d'une certaine façon. Oui. Est-ce que ça existe des musées qui ne sont pas coloniaux? C'est une très bonne question à laquelle je pense pas que je peux répondre. Cette influence, je sais pas. Ben j'imagine que quand t'es pas dans un pays qui a une posture coloniale, si tu ouvres un musée, il risque d'être, je sais pas. Je vais pas m'avancer sur des terrains extrêmement glissants et être... Qui sait? C'est drôle parce que je disais avant l'enregistrement du balado à Gab que je voulais
genre, trouver un bon essai sur le colonialisme pour mieux comprendre. Parce que je comprends, mettons, c'est quoi, mais je comprends zéro les détails de tout ça, là. J'ai besoin qu'on m'éduque sur le sujet. Je pense que c'est très complexe, là. C'est des questions qui sont complexes et touchées. Puis, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup au colonialisme, mettons, dans l'art. Tout cet aspect-là aussi, je pense qu'on oublie des fois que même l'art occidental est aussi, lui, rempli de vols d'inspiration, tu sais, des artistes qui ont voyagé dans certains pays puis qui ont comme un peu, pas volé des techniques, mais ils ont ramené des techniques puis ils ont un peu exotisé. Puis, wow, c'est donc bien fascinant. Ils peignaient des femmes nues dans certains pays puis, tu sais, ils leur demandaient pas vraiment leur opinion, leur consentement. Ou, en tout cas, c'est très intéressant. Puis je pense que si la question vous intéresse, c'est aussi un documentaire docu-fiction qui a été sorti en 2024, je pense, de Mati Diop, qui s'appelle Dahomey, sur la restitution des 26 trésors royaux au Bénin. Donc, on suit vraiment les objets qui retournent dans leur pays d'origine, puis comment ils sont accueillis là-bas, puis il y a des grandes scènes où plusieurs personnes de la ville ou du Bénin là, sont réunis ensemble et discutent de la restitution de ces objets-là, puis de cette idée-là d'appartenance des objets, puis de culture, puis de musée occidental, puis c'est vraiment intéressant. Oh, ça doit tellement être intéressant. Ouais. OK, prenez-en note. Puis pensez-y à votre prochaine visite au musée. Oui. Qui a pris les décisions? Qui tire la question? À toi. Oui, moi, Gab, cette semaine, je pense qu'on a appris une chose fort intéressante et c'est la suivante. Oui. Et non, être trop riche et complètement déconnecté, c'est pas juste une affaire de gars. Les filles aussi, ils ont le droit. Oui, super! Bravo, Katy Perry! Je vous apprends sûrement rien, mais la semaine passée, Katy Perry et 5 autres célébrités ont constitué le premier équipage entièrement féminin à aller dans l'espace. La ligne marketing du projet qui s'appelle Blue Origin, c'est un petit peu « Let's go les filles, nous autres aussi, on peut tout faire ». Le round trip, il a duré 10 minutes. Chaque place dans la capsule valait près de 30 millions de dollars, puis ça a pollué l'équivalent de 13 ans de vie d'une personne moyenne. T'sais. Goals. En atterrissant, Katy Perry a donné un bec par terre et a dit se sentir connectée à l'amour. Ouf! Et j'ai mis ouf en majuscule. C'est vraiment ouf. Bref, c'était fucking absurde, puis plusieurs l'ont dit, c'est du femwashing. Le femwashing, c'est d'instrumentaliser le mouvement féministe pour justifier puis même faire la promotion d'un projet ou d'un produit qui n'améliore d'aucune façon la condition des femmes. Dans le cas de Blue Origin, on assiste vraiment à du femwashing de débutants qui n'a hélas pas du tout réussi à faire diversion sur l'absurdité du tourisme spatial. Surtout que les passagères ont fait aucune manœuvre technique ou expérience scientifique significative pendant leur périple. C'était vraiment juste un tour de manège pour millionnaires. Hey, c'est du tourisme, là. Oui. De 10 minutes, pas très vraiment. Bref, c'est un petit peu révoltant pour plein de raisons. Puis là, tout le monde en a parlé dans les derniers jours. Mais je trouve qu'il y a une affaire dont on n'a pas vraiment assez parlé. Puis là, je vais faire un appel à la nation. Je vais demander à ce que ce soit l'extrait qu'on zoome sur ma face, s'il vous plaît. La prochaine fois qu'une gang de gars qui font une affaire débile et polluante, comme Katy Perry et ses amis les célébrités, est-ce qu'on peut s'insurger de la même manière, s'il vous plaît? Parce que, pour vrai, ça arrive tout le temps. Puis là, je pense que Blue Origin, c'est particulièrement frustrant parce qu'on a un petit peu... On a l'impression qu'on nous a pris pour des caves puis qu'ils pensaient qu'on allait boire le Kool-Aid, tu sais, du geste féministe. Ouais. Mais des boys risques qui ont fait un tour dans l'espace pour le fun, il y en a plein. Le joueur de football Michael Strahan, l'acteur William Shatner, l'entrepreneur Richard Branson. C'est-tu moi où on en parle comme moins? On dirait que ça nous dérange pas autant. Mais c'est parce qu'on est comme habitués rendus là, je pense. Je pense que c'est ça. Bref, niaiserie. Je voulais juste encourager tout le monde cette semaine à ne pas discriminer et à être fâché égal envers toutes les personnes ultra riches qui nous rient d'en face, peu importe leur genre. Oui. Les gars comme les filles. Oui. Et les personnes non binaires. Oui, effectivement. Oui. J'ai trouvé ça très drôle. On dirait que je me cherchais comme une façon différente d'aborder le sujet, parce que là, en plus, là, on tourne ça jeudi, ça va sortir lundi. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont en avoir parlé, puis on a compris là, que c'était fucking révoltant. Oui, c'était niaiseux. C'était niaiseux depuis la première minute où quelqu'un pensait à ça. Exactement. Oui. Mais je pense qu'on est particulièrement frustrés parce que c'est comme des femmes, puis c'est nouveau que des femmes font des affaires absurdes comme ça. Mais comme des gars font ça depuis longtemps, là. Oui, puis là, ils font ça, puis ils sont comme, on fait ça entre femmes, nous aussi, on peut y aller. Puis c'est tellement déconnecté. J'ai vu un TikTok qui disait que Katy Perry, je pense en montant dans la navette, elle avait demandé à un scientifique qui avait travaillé sur la navette, genre, aimerais-tu ça, toi aussi, un jour y aller? Puis il était comme, oui. Tu sais, qui devrait aller dans l'espace? Peut-être les gens qui travaillent à la NASA, genre, pas toi, Cathy, là. Non, c'est ça, mais toute cette saga-là, ça a aussi éclipsé un peu l'attention qu'on aurait dû porter à une des vraies astronautes qui était là, qui s'appelle Amanda Nguyen. C'est une des membres de l'équipage, puis c'est une vraie astronaute qui a étudié à Harvard, au MIT, à la NASA.
Puis ses études ont été interrompues par un viol. Elle les a abandonnées pour devenir activiste, puis elle est derrière le Sexual Assault Survivors Rights Act, qui assure des droits importants aux victimes de viol aux États-Unis. Fait que, tu sais, non seulement c'était juste un trip de riche, mais en plus, genre, ils ont tellement attiré l'attention sur quelque chose, sur genre... On n'a pas parlé des personnes importantes au final dans cette histoire-là, tu sais. Ben non, on a juste parlé de Katy Perry. Pour vrai, les 50 personnes, je me rappelle même plus c'est qui puis qu'est-ce qu'ils font. Non, effectivement. On n'a aucune idée, on a juste parlé... Mais Katy Perry n'est pas sur une bonne lancée, là, ces temps-ci, pour vrai. Tu sais, elle avait fait son clip, là, il y a comme un an, pour... C'était un peu la même vibe, là. Ça se voulait très féministe, plus c'était des phrases un peu vides. T'aurais souviens-tu de ça? Non, mais je sais qu'elle a fait plusieurs les femmes, on l'a pas facile. Tu sais, c'était des paroles un peu comme si c'était très vide. Les gens avaient beaucoup ridé à cause de ça, puis elle a visiblement pas appris de ses erreurs. Parce que... Non, puis je pense que ça paraît juste tellement qu'elle s'est pas intéressée à la question féministe pour vrai, puis que c'est juste un outil marketing. Parce que moindrement que tu creuses le sujet, tu t'intéresses à l'intersectionnalité, je pense, et tu te rends compte que, en faisant un geste polluant comme ça, c'est les femmes qui vont payer le prix, parce que les femmes sont celles qui payent le gros prix de la crise climatique. Fait que tout ça, là, c'est vraiment... Ça a passé sous le radar dans leur réflexion. Mais la notion de classe sociale n'a pas effleuré son esprit. Oh non. Elle a genre, ça me tentait, je vais le faire, c'est le fun. Ouais. Fleur. Elle a aussi profité de sa sortie dans l'espace de 10 minutes pour faire la promotion de sa tournée mondiale pour son prochain album. Ouais. Sérieux, les riches vont tout faire avant d'aider, on dirait. Sérieux, oui. Mais c'est wow. Ouais, c'est wow. C'est wow. On est vraiment sans mot ouf, comme tu as dit. Ouf, en majuscule. Cathy. Mais je pense qu'on a une invitée beaucoup plus pertinente que Katy Perry, son féministe. La barre était basse. Bancale. Oui. C'est le moment où on accueille notre invitée spéciale. Cette semaine, on a invité Alexia Renard, qui est autrice, chercheuse et doctorante spécialisée en sociologie de l'engagement et du militantisme. C'est vraiment un beau titre. Bonjour, Alexia. Bonjour. Faut que tu rapproches ton micro un petit peu, je crois. Oui, parfait. Parfait. À date, on a reçu au balado beaucoup de personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux, qui ont des podcasts. C'est pas ton cas. On t'invite parce que tu as creusé des questions vraiment intéressantes sur notre rapport aux animaux. Puis, dans le cadre du Jour de la Terre, on trouvait ça intéressant de parler de véganisme. Comme l'industrie animale, c'est un gros pollueur. Puis là, pour comprendre au début un peu quel genre de végane tu es, on avait des petites questions en rafale. Là, c'était 100% mon idée pour briser la glace. Mais toi, ça fait combien de temps que tu es végane? Puis, as-tu eu un awakening, genre? Ça fait une dizaine d'années que je suis végane, un peu plus d'une dizaine d'années, puis j'ai pas eu de awakening, c'était plus très progressif. J'ai été végétarienne on and off quand j'étais ado. C'était un peu compliqué parce que je cuisinais pas vraiment. Puis après, je suis devenue plus végétarienne à la mi-vingtaine et progressivement, en me renseignant un petit peu sur l'exploitation animale, sur l'environnement, etc., je suis devenue végane. Mais j'ai pas de... Il y a certaines personnes qui ont comme un véganiversaire, qui est comme une date où ils ont comme arrêté tous les produits animaux. Moi, c'est pas mon cas. C'était vraiment quelque chose de très, très progressif. Est-ce que tu es la végane qui essaie de convertir tout le monde ou tu es plus low-key? Je pense que je suis pas mal entre les deux, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même une bonne chose à faire. Après, je comprends aussi que tout le monde n'est pas... Il y a comme, tu sais, vous parliez d'intersectionnalité tantôt, puis je pense que le rapport à l'alimentation, tout le monde n'est pas égal à ça. Il y a des populations qui peuvent être dans des déserts alimentaires, etc. Ça peut être plus compliqué pour plein de raisons, mais je pense que moralement, c'est quand même la chose à faire pour éviter de contribuer à la crise environnementale et aussi à ce qu'on fait subir aux animaux, en fait. Puis c'est quoi la pire affaire? Dernière question niaiseuse, mais c'est quoi la pire affaire que tu t'es fait dire en tant que vegan? Genre, moi, je suis végétarienne, puis je sais pas, le steak, toi, comme... T'ennuies-tu d'un steak? Non. Ouais. Qu'est-ce que j'ai eu? Je pense que je les ai toutes eues. Les végétaux souffrent aussi. Ah oui, les carottes aussi, on meurt. Moi aussi, je me suis fait le fameux cri de la carotte. C'est fucking drôle. Bon, un classique. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu... tu vas manquer de protéines aussi, assez classique. Ouais, bon, j'ai eu... c'est un truc de bourgeois, d'être végétarien ou végane. C'est pas pire quand même. Ouais, les animaux souffrent pas. Je pense que je les ai toutes eues. Bon, mais félicitations pour cet arc-en-ciel. Puis là, tu as écrit un livre qui s'appelle La cause animale. C'est sur notre rapport aux animaux. Oui, il est là, il est très beau d'ailleurs.
dans le fond, il y a comme une petite description rapide du livre sur le dessus, puis c'est écrit « Le contenu de nos assiettes est un choix politique. Les animaux ne sont ni des choses, ni des marchandises. » C'est full évocateur, c'est vraiment intéressant. Ben toi, ça fait combien de temps que ce sujet-là, là, de notre rapport aux animaux t'intéresse? Ben vraiment, je dirais depuis l'enfance, depuis que je suis vraiment toute petite, j'ai grandi entourée d'animaux, de chats, puis j'adorais les animaux, comme beaucoup d'enfants en fait. Dans le fond, je pense qu'on demande à n'importe quel enfant, il dit qu'il adore les animaux. Les dessins animés parlent d'enfants, les livres pour enfants parlent d'animaux, pardon. Les livres pour enfants parlent d'animaux. C'est vrai, puis tous les enfants veulent être vétérinaires. Tous les enfants veulent être vétérinaires, puis c'est comme, tu sais, on dit souvent entre militants véganes et antispécistes, t'emmènes tes enfants aux pommes, mais t'emmènes pas tes enfants visiter un abattoir. Là, c'est comme, généralement, quand les enfants apprennent que la viande, ça vient d'un animal, ils sont quand même pas mal choqués, parce que parallèlement à ça, ils ont des pas de patrouille avec des petits chiens, des chiots qui sont comme full gentils, puis ils ont souvent des animaux autour d'eux, donc souvent les enfants comprennent déjà pas ce truc un peu contradictoire. Fait que moi, c'était mon cas. Mais évidemment, je n'étais pas antispéciste ni végane à 5 ans, là, loin de là. Mais ça a continué, puis je pense que ça a cheminé. Et puis j'ai découvert la philosophie l'éthique animale, en fait, qui est comme une partie de la philo qui s'est beaucoup développée dans les années 70-80, qui se développe encore aujourd'hui beaucoup. Puis j'ai découvert le concept d'antispécisme. Puis c'est à partir de là que ça m'a fait vraiment réfléchir. C'est comme si mes intuitions que j'avais quand j'étais petite fille sont devenues comme plus élaborées, quoi. Mais justement, c'est quoi ça, l'antispécisme? Alors, l'antispécisme, déjà, pour définir l'antispécisme, il faut définir ce que c'est le spécisme. Le spécisme, c'est l'idée de considérer que l'espèce est un critère de discrimination morale pertinent. C'est de dire, parce qu'une vache est une vache, on a le droit de la tuer. Et l'antispécisme s'oppose à l'idée que l'espèce devrait guider nos devoirs envers les animaux. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme analogie? C'est un mot qui a été construit par analogie avec antiracisme et antisexisme. Donc vraiment l'idée de lutter contre cette discrimination qu'on impose, qu'on fait subir aux animaux sur la base du simple fait qu'ils sont d'une espèce différente des humains. Parce qu'on sait aujourd'hui que les animaux, ils souffrent comme nous, ils éprouvent des émotions, de la joie, de la peur. Fait que c'est ça qui devrait guider en fait la manière dont on les traite moralement, et pas juste le fait qu'ils sont d'une espèce différente. J'ai une question. Vas-y. Par rapport aux spécistes. Est-ce que c'est spéciste d'être gossé par ses amis qui traitent leur chien comme leur enfant? Et c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Est-ce que c'est spéciste? Parce que moi, genre, je suis comme... Je mange peu de viande, mais c'est plus le fait de, des fois, traiter des animaux comme des humains. Ouais. Je sais pas pourquoi ça me gosse. Ça te gosse. C'est-tu cancel? Non, mais après, moi, j'aime pas les étiquettes spécistes. Je dirais que tu es spéciste. Mais je pense que c'est vraiment une super bonne question, parce que je pense qu'il y a un espèce... Tu sais, ça me fait penser un peu à... espèce de stéréotype de la femme célibataire à chat, là, quand on se moque d'elle. Et d'ailleurs, J.D. Vance a critiqué Kamala Harris et les femmes sans enfants en disant c'est des femmes à chat. Là, oui. Fait que je pense qu'on a dans notre rapport aux animaux, puis je pense que c'est pas toi, c'est structurel, une espèce de condescendance qui fait que... on va pas les considérer comme des membres à part entière de la famille. Mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est comme, je veux dire, il y a de l'amour, il y a une réciprocité, c'est comme quelqu'un dont on prend soin, c'est une relation. Fait que je comprends en fait le sentiment que tu dis, mais je pense que c'est plus la structure spéciste de la société qui te fait avoir ce sentiment-là que toi qui es spéciste en tant qu'individu. Là. Je comprends, Mais je pense... Je suis rassurée. Ouais. C'est pas toi, c'est la société. C'est ça, l'antispécisme, dans le fond, si je comprends bien, c'est aussi de hiérarchiser les espèces puis de nous mettre largement au-dessus de la souffrance ou de la vie ou en général de toutes les autres espèces. Puis même, je pense qu'on a tendance à hiérarchiser dans les animaux, là, par exemple, les chiens et les chats, parce que c'est nos animaux de compagnie, on les met au-dessus des vaches et des cochons qu'on trouve cute, qu'on mange, mais qu'on met quand même au-dessus, mettons, des rats et des souris parce qu'on les trouve dégueulasses. C'est vrai qu'inconsciemment, on hiérarchise vraiment tous les animaux. Baleine, très haut, parce que majestueux. Oui, c'est vrai. À tes souhaits acquis. Les beaux, les moins beaux. Oui. Les cute, les pas cute, ceux qu'on mange, ceux qu'on mange pas. Il y a des études en psychologie qui montrent qu'on a tendance à...
quand on sait qu'un animal va être mangé, on a tendance à diminuer l'idée qu'on se fait de ses capacités psychologiques et émotionnelles, parce que on n'a pas envie de manger des animaux dont on sait qu'on ne mangerait pas notre chat, mettons là. Donc on fait vraiment une hiérarchie entre les espèces, et l'humain est au top de la chaîne. Vous auriez surpris tout le monde d'apprendre à quel point les cochons, par exemple, sont intelligents. Ouais. Plus intelligents que votre chat et votre chien, probablement. Plus intelligents que votre enfant si son âge est très petit. Je pense que c'est pour ça aussi que ça révolte beaucoup les gens, les personnes qui mangent des chiens. Du chien. Oui, parce qu'on hiérarchise. Ouais, on a l'impression que c'est pas fait pour ça, alors que c'est un animal, comme tous les autres animaux qu'on mange. Ou du cheval. Ouf, les gens sont fâchés quand on mange du cheval. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Un animal de luxe. C'est rendu là. Bon, mais là, toi, ta thèse... c'est sur l'engagement des adolescents et adolescentes dans le véganisme et l'antispécisme au Québec. Puis là, nous, on se demandait pourquoi est-ce que tu t'es intéressée particulièrement à ce groupe d'âge? Est-ce qu'on a peut-être l'impression qu'à cet âge-là, justement, comme tu disais, des fois, c'est un peu l'âge de révolte, là, où on se trouve une cause qu'on va abandonner. Tu sais, c'est une passe. Genre, moi, je suis devenue végétarienne à 15 ans, puis mes parents étaient comme super d'accord parce qu'ils se disaient ça va durer 1 an, puis elle va remanger son sandwich au jambon. Je suis toujours végé à l'heure actuelle. Ben voilà, tu es la raison pour laquelle je fais cette étude. Une muse. Ben, c'est qu'en fait, c'est ça. En fait, souvent, dans les milieux militants que je fréquente, les gens me disent souvent qu'ils se questionnaient déjà sur le végétarisme et le rapport aux animaux quand ils étaient jeunes, ados ou enfants. Puis c'était quand même un discours que j'entendais souvent. Puis on sait aujourd'hui, les statistiques montrent que la proportion de véganes ou de végétariens, elle est plus élevée chez les moins de 35 ans par rapport aux plus de 35 ans. Donc c'est quand même un mouvement qui est quand même jeune, avec des gens qui sont plutôt jeunes. Et en même temps, je trouve que c'était souvent, c'est comme on disait, c'est une passe, ou c'est un truc de révolte, ou c'est pour s'affirmer, c'est comme un truc pour se donner une identité, pour se rendre intéressant à la limite, ou en tout cas, même à la limite, on va parfois dire chez les jeunes enfants, c'est comme un dégoût alimentaire, puis il faut l'apprivoiser, il faut aider les enfants à aimer le goût de la viande. Et je trouvais que globalement, on avait du mal à dire que non, c'était peut-être un choix conscient, éthique et politique, du coup. Puis à ça se rajoute une forme d'adultisme, c'est-à-dire le fait de considérer que les choix des adolescents ne sont pas des choix politiques ou ne sont pas des choix raisonnés. Ça, c'est un nouveau terme que j'aime aussi. Voilà. L'adultisme. Hey, j'ai lu un livre. Là, je suis désolée, là, Sophie Durocher va se retourner dans sa tombe, là, mais elle n'est pas morte. Mais j'ai lu un livre sur le queerness et l'adultisme. Et cette même idée que, justement, plus les ados, là, mettons les ados qui vont se faire un coming out trans ou queer ou peu importe, vont justement, on questionne aussi beaucoup leur volonté. Là. Être gay, ça doit être une passe, ou tu peux pas être trans parce que tu as 15 ans. Mettons, c'est trop jeune pour savoir, alors que souvent, ces identités-là sont cimentées à cet âge-là, ils vont rarement vraiment bouger. Là. Exactement. Mais ça fait vraiment du sens. C'est vraiment cette idée quand même que ces choix-là, c'est des choix qui sont qu'on doit considérer, qui sont des vrais choix. C'est pas juste autre chose, quoi. Fait que c'était pour ça mon intérêt de travailler sur ces jeunes-là, puis de voir un peu aussi le rapport avec les parents, puis comment, en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qu'on appelle la socialisation inversée, c'est-à-dire que c'est les enfants qui socialisent leurs parents à végétaliser leur alimentation, à changer de regard sur les animaux, puis dans le fond, les enfants, les ados sont des agents de changement au niveau environnemental, au niveau éthique, au niveau des changements de société. Fait que c'était vraiment dans cet esprit-là. C'est tellement, je trouve, un green flag intellectuel de s'intéresser aux jeunes. Je trouve que ça montre tellement que, genre, de l'humilité, un désir, une ouverture d'esprit. Dans n'importe quel milieu, je trouve que quand tu t'entoures de personnes plus jeunes que toi puis que tu es prête à dire je pense que je peux apprendre d'une personne qui a moins d'expérience de vie que moi, genre, je trouve ça hot. Ouais, puis c'est fascinant de les écouter parce que c'est quand même moi je pourrais être leur mère là, puis c'est vraiment une génération qui a d'autres défis, qui est née avec la crise climatique, qui s'inquiète beaucoup pour son futur. Il y a beaucoup d'éco-anxiété aussi là dans les jeunes que je rencontre. Donc pour eux, ne plus manger d'animaux, c'est un vrai acte politique. Puis ils n'ont pas d'autres moyens politiques d'agir parce qu'il y en a pas tous, mais la plupart pas la plupart, mais une partie de mon étude sont mineurs, donc ils ne peuvent pas voter. Et que c'est quand même un acte politique pour eux que de pouvoir s'affirmer dans ce choix alimentaire-là. Justement, parlant de politique, tu fais des liens entre le véganisme et le féminisme, et même le syndicalisme dans ton essai. Peux-tu nous expliquer c'est quoi, premièrement, entre le véganisme et le féminisme? Ouais.
Oui, alors, premièrement, les végétariens et les véganes, c'est souvent des végétariennes et des véganes. Je pense que les statistiques, ça montre que c'est environ 60 à 70% des végétariens, végétariennes qui sont des femmes. Déjà, ça, c'est le premier lien assez évident. Le deuxième lien, c'est que, on le sait, le rapport à la viande, le barbecue, consommer de la viande rouge, c'est lié à une certaine forme de masculinité. On le voit quand on va chez un libraire, on regarde les livres de barbecue ou Ricardo avec ses livres de barbecue. C'est comme une espèce de mise en scène de la virilité toxique. Oui. Le feu. Ouais. Le feu, ils ont genre les deux. Le danger. Si tu amènes un plat dans un resto, le serveur ne sait pas qui a commandé, puis il y a un plat de viande et un plat de légumes, il y a de fortes chances qu'il donne le plat de légumes à la femme et le plat de viande à l'homme. Donc déjà, il y a cette association-là. Puis la troisième chose, c'est vraiment l'idée que la cause animale, c'est un mouvement de femmes depuis le départ, depuis la fin du 19e siècle. Ce sont des femmes qui étaient au front de ce mouvement-là. Et ça a longtemps été considéré comme frivole, comme un mouvement pas politique ou un mouvement marginal, justement parce que c'était des femmes qui s'y impliquaient. Et l'idée, c'était de défendre à la fois des êtres vulnérables, donc à la fois des défenses de l'enfance, mais aussi des animaux. Il y avait aussi toute une lutte contre la vivisection, c'est-à-dire les scientifiques qui ouvraient des animaux vivants pour voir le fonctionnement des organes. Et il y avait vraiment cette idée de lutter contre la science patriarcale, quoi. Et même tout au long du XXe siècle, et encore aujourd'hui, les mouvements antispécistes et les mouvements véganes sont des mouvements composés de beaucoup de femmes qui font un parallèle en fait entre l'oppression subie par les femmes et l'oppression subie par les animaux, qui est une espèce de dévalorisation des capacités mentales, dévalorisation de la capacité à faire des choix, une espèce de domination en fait. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce lien-là. D'où les liens entre véganisme, antispécisme et féminisme. Vraiment intéressant. Le syndicalisme, là-dedans, ça se positionne. Oui, c'est ça, j'étais en train de me dire, je me rappelais plus, j'avais parlé de syndicalisme. Je pense que j'en ai parlé pour montrer que c'est une lutte politique comme une autre. Et je pense que c'est ça, et je pense qu'on commence à le réaliser aujourd'hui, que c'est pas juste un mouvement lifestyle ou un mouvement qui réclame des changements culturels. C'est aussi un mouvement qui réclame des changements politiques pour les animaux. Puis je pense que c'était ce lien-là que je faisais avec le syndicalisme. Des droits pour les animaux, quoi. Donc, voilà. Qui ont pas de voix. A voice for the voiceless. Oui, voilà. Là, on voulait avoir quelques conseils, peut-être un peu plus concrets de ta part. OK. Comment est-ce qu'on diminue notre consommation de produits animaliers, mais sans virer fou? Tu sais, parce que toi, tu as été progressif, ta transition, c'est ce que je comprends. Ouais. Comment on fait ça? Comment on se sensibilise? Est-ce qu'il faut tout écouter Cowspiracy ou c'est pas obligatoire? Je pense que c'est vraiment une question intéressante. Moi, la plupart des jeunes que j'ai rencontrés dans ma thèse, de regarder des documentaires comme Cowspiracy, Dominion et Terrien, ça a été genre vraiment drastique pour eux. Ouais. Je compte plus les jeunes qui me disent qu'ils ont jeté tout ce qui contenait des produits animaux du jour au lendemain, genre même une épicerie complète. C'est fou. Tellement ils étaient plus capables de juste de voir en fait ce qu'ils avaient dans leur frigo ou dans leur cuisine. Après ça, comment faire pour... C'est sûr que ça prend un temps d'adaptation de cuisiner, de recettes. Donc, je trouve qu'on a de plus en plus de livres de recettes qui sont super bien faits pour apprendre à cuisiner des trucs de base de manière végétale. J'en nommerai pas parce qu'il y en a vraiment pléthore, surtout au Québec, mais même ailleurs. Je sais qu'il y a aussi des coachs véganes là, qui vont t'aider, que t'accompagner. J'ai une amie qui fait ça. Qui va t'accompagner dans ta transition alimentaire, là, parce que c'est vrai que ça peut être un défi. Là. C'est cool. Voilà, c'est à peu près les conseils que je peux donner, peut-être d'apprendre à cuisiner et peut-être de s'entourer aussi de personnes qui sont sensibilisées à ça. C'est souvent l'aspect social qui est plus compliqué, là, quand les amis continuent de manger de la viande. Sinon, l'aspect santé et alimentaire, ça se fait vite, je pense. Mais je pense, moi, là, mon conseil en 20 ans de végétarisme et semi-végane, que j'ai une erreur que j'ai vue souvent dans beaucoup de gens, parce que j'ai vu beaucoup d'amis s'essayer au végétarisme et abandonner le végétarisme parce que ils trouvaient qu'ils avaient faim. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont enlever et non pas remplacer les produits. Par exemple, ils vont enlever la viande dans leur sauce à spag,
mais pas la remplacer par une autre protéine, comme par exemple des lentilles ou des pois chiches, ou enlever comme le fromage de leur pizza, mais pas le remplacer par un autre produit crémeux, le fun. Donc, ils vont perdre parfois du goût, des nutriments, des protéines, puis du fun en mangeant. Puis à cause de ça, ils vont abandonner. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment pas d'enlever les produits, mais bien de s'ouvrir à d'autres produits, de les remplacer par d'autres choses. Puis avec ça, peut-être que tu peux faire durer ton végétarisme. Très bon conseil. Tu pourrais faire tu pourrais être une accompagnatrice. Coach vegan. Oui, coach vegan. C'est peut-être, si jamais Urbania ferme, appelez-moi. Elle va se recycler ailleurs. Hey, c'était tout. Oui, c'était trop intéressant. Merci. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler pendant encore 30 minutes. Merci. Puis là, Alexia a amené son beau livre qui a comme des belles couleurs qui matchent avec son chandail, si vous le voyez sur la vidéo. Merci Alexia Renard. Hey, dernier contenu enregistré? Oui. Vas-y, mon brave. C'est ça, pas loin? Attends, moi, ben oui, OK. Moi, je pense que je l'ai à proximité. C'est... j'ai volé 100% cet extrait à l'émission de la journée est encore jeune, mais c'est un réel extrait que j'ai vu passer de notre premier ministre chéri, Papa Legault, qui est tellement content qu'on ait enfin un producteur d'un légume qui n'existe pas au Québec. Ce qui me fait plaisir, surtout, c'est qu'on va avoir enfin un producteur de ce qu'on appelle les bébés carottes ou les mini-carottes. C'est important qu'on commence à faire des mini-carottes au Québec. Pourquoi faire des... C'est important, c'est un projet de société de faire des mini-carottes au Québec qui, by the way, n'existent pas, qui sont des carottes coupées. C'est vrai? En petit. Ça ne pousse pas une bébé carotte. Un bébé carotte, tout le monde, c'est une carotte qui a été coupée dans une usine pour être petite et ronde. Et c'est ça. Mon Dieu, toutes ces retailles de carottes. Ben, I guess qu'ils les revendent à des... Je sais, faire la nourriture pour les animaux, peut-être, ou des soupes, je sais pas. Des cochons d'Inde de c'est sûr qu'ils le jettent pas, là, mais... Oui, j'avais vu passer ça, j'avais trouvé ça tellement drôle comme statement. Il est convaincu, là. Il est tellement content, il en parle pour vrai, ça dure 3 minutes, cet extrait-là. Oui. Enfin, au Québec, on a des mini-carottes de chez nous. Moi, cette semaine, Gab, mon contenu enregistré, c'est un hommage. Tu vas comprendre, je vais contextualiser après, mais je te laisse écouter. C'est un reel. A real Instagram. A real. My favorite coworker quit today, and I don't know why, but it feels like a breakup. Like, I feel so sad. I'm sitting in my bed reminiscing of all the good times we shared together, all the camaraderie that we created. Alors, c'est un gars qui est couché dans son lit qui dit qu'il est très triste. C'est pire qu'un break-up, en fait, de perdre un collègue. Et nous, cette semaine, on a perdu notre collègue Malia. Qui a démissionné. Pour voguer vers d'autres cieux magnifiques, d'autres eaux magnifiques, mais sérieux, je suis en grand deuil, honnêtement. Ouais. Puis à chaque fois qu'une de nos collègues et amis a quitté. Et oui, c'est vraiment difficile sur le moral pendant plusieurs semaines. Ça n'a pas de bon sens. Mais on passe tellement de temps avec nos collègues. Ben vraiment, puis c'est difficile. Imaginez-moi, j'ai travaillé avec ma blonde aussi. Quand elle est partie, j'ai pris 3 journées personnelles. C'est-à-dire toutes nos journées personnelles. J'étais dévastée. J'ai pleuré pendant un mois. Mais regarde. Si vous avez aimé ça, c'est tout, hein? Oui, j'allais dire. OK, dis merci avant. Gab. Merci, Alexia, d'avoir été là. Je l'ai dit. Je remercie tout le monde. J'étais partie, là, moi. Je le refais. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires. Abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bye.